Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City à la découverte des bâtiments biomimétiques avec mes invités Clémence Béchu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, architecte et directrice du développement chez Béchu et Associés. Et Vincent Calbeau, bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comme un archibiotecte. Ça veut dire quoi ? Donc, c'est un néologisme qui regroupe trois disciplines de la création urbaine contemporaine, l'architecture, le biomimétisme, donc s'inspirer des formes, des structures et des boucles de rétroaction du vivant, et l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Ça répond un peu à notre état d'esprit actuel, un peu schizophrène, entre vouloir se rapprocher de la nature, s'en inspirer, et en même temps être addict aux technologies et toujours connecté. C'est-à-dire utiliser les technologies pour se rapprocher de la nature d'une certaine façon. Exactement, et s'inspirer de toute l'ingénierie développée dans la nature depuis 3,8 milliards d'années. Alors c'est ça, Clémence Béchu, les grands principes du biomimétisme appliqués à l'architecture, vous diriez quoi ? Ce que j'aimerais, c'est prendre un petit peu de recul. Ouais. On parle d'architecture, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on s'adresse à l'ensemble des composantes de la ville et des gens qui fabriquent la ville. On est dans un contexte de changement climatique important, on le sait, avec des villes qui, en 2050, c'est des données ONU, abriteront 80% des populations, alors qu'elles ne couvrent que 3% de la planète. Des villes qui ont été construites à l'opposé du modèle de la nature et qui donc, contrairement à la nature, n'arrivent pas à accompagner et à anticiper ce changement climatique. Et donc toute la démarche pour l'architecture, mais aussi qui s'adresse à l'ensemble des fabricants de la ville, de l'immobilier comme les autres professions, c'est de réussir à développer des villes qui, plus que de réintégrer de la nature en leur sein, via de la végétalisation, des parcours paysagers, etc., vont elles-mêmes se réintégrer dans les grands cycles de la nature. Et c'est ça le biomimétisme. C'est comment est-ce que, selon ma problématique et mon niveau d'ambition, je vais pouvoir aller chercher des solutions dans cette nature si présente et qui a des milliards d'années d'existence et qui a beaucoup à nous offrir. Alors, moi j'aime bien m'appuyer sur des exemples concrets. Si vous deviez l'un et l'autre donner un exemple de réalisation peut-être la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques, Clément, je commence avec vous. C'est intéressant de parler de projets qui sont construits et qui prouvent l'efficience de la démarche à tout point de vue. Je parlerai du Skolkovo Innovation Center, qui est un quartier de logement pour des chercheurs de ce pôle de compétitivité. On est au sud-ouest de Moscou, dans un climat très complexe, avec des amplitudes thermiques qui vont de moins 35 à plus 30-35 l'été, donc entre l'hiver et l'été. On avait pour ce projet-là un schéma directeur imposé qui était circulaire. Et on souhaitait réussir par l'architecture et par notre approche urbaine à résoudre notamment un problème énergétique, puisque quand il fait très froid, on a besoin de beaucoup chauffer. Ouais. Et on allait chercher quelle population animale pouvait être inspirante pour y arriver. Et en cherchant des images comme ça dans des climats extrêmes, on a trouvé que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise était inspirante, puisque les pingouins sont organisés entre eux en cercle concentrique, qui tournent sur eux-mêmes. Alors là, nos maisons ne tournent pas, je vous rassure. Oui, mais ceux qui prennent le froid à l'extérieur protègent d'une certaine façon ceux qui sont à l'intérieur. Et ça est régi par des mathématiques naturelles de la nature. En fait, les pingouins s'organisent les uns par rapport aux autres via des radians naturels. On parle de mathématiques fractales. Et ces radians-là, en fait, permettent à ces pingouins de générer des îlots de chaleur naturels pour se protéger du froid. Et alors, comment vous l'avez appliqué Et alors, dans le cadre de notre approche biomimétique, qui est une approche scientifique, on a cherché à s'entourer de biologistes pour comprendre comment cette organisation sociale naturelle était faite. Et à partir de notre dessin intuitif, on a implémenté cette data, façonnée par nos outils paramétriques de dessin, pour rendre notre dessin ingénieux. Et donc, on a un quartier de 90 maisons, organisé par 10 lots de 9 maisons, qui chacune permettent de générer 5 degrés d'économie de température en leur sein. Et donc, quand il fait moins 35 dehors, en fait, quand on est au cœur des maisons, il fait plus que moins 30 degrés, et donc avec des économies positives en matière de nécessité de chauffage. Un autre exemple de votre côté, Vincent Calbeau. L'exemple le plus parlant, c'est la tour Taozu Yinyuan qu'on vient de livrer à Taipei, capitale de Taïwan. Donc, c'est une tour de 50 000 m², de 120 mètres de hauteur. C'est une tour antisismique qui est capable d'encaisser des tremblements de terre allant jusqu'à 7,0 sur l'échelle de Richter. Pourquoi c'est une tour antisismique ? Tout d'abord parce qu'elle est posée sur un skateboard géant. Et quand la ville bouge, la tour est sur ce skateboard et est capable de se déformer.
Okay. Et donc, par exemple, entre chaque élément de façade et chaque élément de plancher, on a des joints souples, un peu comme les tendons entre votre bras et votre thorax, qui permet finalement de se déformer. Donc, c'est une tour qui, tel un roseau, plie mais ne rompt pas. Aussi, c'est une tour qui intègre le bioclimatisme, donc elle est naturellement ventilée, sans climatisation mécanique. Elle produit plus de 70% de l'énergie dont elle a besoin, l'énergie calorifique, frigorifique, électrique, par l'intégration des énergies renouvelables de pointe. Et aussi, c'est une tour qui est traversée par une immense cheminée à vent, un peu comme une termitière, où on vient prendre l'air chaud extérieur de la ville à 40 degrés. On fait passer cet air chaud sous les fondations, là où l'inertie thermique de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés. Et cet air rafraîchi à 30 degrés est réimpulsé dans les appartements. Et en plus, cette tour, c'est une véritable forêt verticale, c'est-à-dire que chaque étage tourne de 4,5 degrés sur 120 mètres de hauteur pour pouvoir couvrir à la tour de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres qui sont capables de stocker le CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à 135 tonnes par an. Et également, toutes ces plantes créent ce qu'on appelle de l'évapotranspiration pour bioclimatiser l'ensemble des balcons. Donc c'est vraiment une tour biomimétique parce qu'elle transforme tous ces déchets en ressources. Par exemple, elle recycle sur site les eaux grises provenant des salles de bain et provenant des cuisines. Elle génère sa propre énergie et elle fait en sorte d'avoir des grands plateaux complètement réversibles, sans murs, sans poteaux, sans colonnes, pour pouvoir du jour au lendemain transformer les espaces de bureaux en logements, les espaces de logement en espaces de coworking. Et donc elle est hyper flexible. Ouais. Je vais prendre un autre exemple de vos réalisations, Clémence Béchu. C'est une ferme algale, donc c'est pour produire des algues, j'imagine, c'est ça? Ça veut dire ça, ferme algale? Non, pas du tout. Pas du tout. À côté de la plaque. Alors, c'est quoi une ferme algale? Alors, dans le cadre de notre métier, de nos collaborations, on accompagne aussi des startups innovantes dans différentes technologies. Là, la technologie en question consiste à pouvoir transformer des déchets organiques en matière valorisable. En l'occurrence, cette ferme en fait, digère les déchets organiques de collectivités pour les transformer en biomasse, qui est un fertilisant fantastique, en eau propre à l'irrigation, qui se trouve être une eau chargée naturellement en antibiotiques, parce que les algues, ces micro-algues-là, en fait, sont naturellement il y a quand même un peu d'algues, vous la rassurer. Oui, en fait, ça passe au travers de micro-algues. Les micro-algues les digèrent et transforment donc ces déchets organiques en différents produits valorisables, avec du coup cette volonté d'inscription dans des économies circulaires qui sont vertueuses pour l'écosystème dans lequel ils s'implantent. Alors, est-ce qu'il y a une part de biomimétisme dans ce projet, et si oui, laquelle? Alors, la technologie qu'on accompagne est biomimétique. Là, on est sur un premier projet pilote qui naîtra à Brézol, dans le centre Val-de-Loire, pour lequel on va déposer des brevets. On a aujourd'hui, dans le cahier des charges, répondu exactement à la demande de la start-up pour pouvoir lui permettre de développer ce premier projet-là. En soi, le projet tel qu'il est dessiné aujourd'hui n'est pas biomimétique, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très linéaire pour répondre à la techno et au process. Mais on a l'ambition assez rapidement de pouvoir complètement transcender la technologie et de créer des fermes complètement écosystémiques avec leur environnement dans l'approche architecturale. Vincent Calbeau, une ville bio-inspirée, vous l'avez un peu dit en préambule, mais ça va au-delà de la construction des bâtiments. Il y a des impacts politiques, sociaux, culturels. C'est aussi cette ambition-là que vous avez d'une certaine façon. Oui, c'était le leitmotiv qu'on avait notamment pour le projet Paris Smart City 2050, qui avait pour objectif de traduire le plan climat-air-énergie, qui vise de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 30 ans, d'ici 2050. Et donc, c'est de réfléchir comment on peut construire à partir de matériaux biosourcés, comment on peut se baser sur le bioclimatisme, c'est-à-dire sur la course du soleil, sur la direction des vents dominants, pour dessiner nos architectures. Mais c'est aussi penser comment, finalement, on peut quitter l'étalement urbain à l'horizontale, parce que plus une ville est dense, moins elle est énergivore. Moins on dépense d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, quand on a une ville comme Paris, l'une des villes les plus denses, avec plus ou moins 23 000 habitants par kilomètre carré. Et donc, il s'agit d'étudier la mobilité, il s'agit d'étudier l'architecture, il s'agit aussi finalement d'étudier l'agriculture du futur pour la réintégrer en ville, c'est-à-dire comment on peut transformer les citoyens en cultivateurs d'une partie de leur alimentation, notamment grâce à l'agriculture urbaine qui se base sur la permaculture, sur l'agroécologie, sur l'aquaponie, pour faire en sorte de ramener les lieux de production alimentaire au cœur des lieux de consommation. C'est essentiel. Ouais.
Vous êtes engagé dans un mouvement là, avec le Biomine City Lab, c'est ça? De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Alors en fait, on est partenaire depuis sa création du CEBIOS, qui est le Centre européen d'excellence en biomimétisme, qui est une sorte d'organe institutionnel qui vise à révéler des pratiques biomimétiques au sein de l'ensemble des industries, qu'on parle de l'industrie médicale, du secteur de l'architecture, du secteur de la pharmacie, etc., pour révéler ces pratiques-là, les partager, et puis développer des pédagogies actives auprès de public et de privé. Et voilà. Et donc au sein du CEBIOS, on a donc différents projets biomimétiques qui sont référencés. Et on a participé à cofonder un sous-groupe qui s'appelle le Biomime City Lab, avec un certain nombre d'acteurs de l'immobilier particulièrement engagés, qui visent ensemble à structurer une méthodologie, à structurer l'approche pour la rendre intelligible auprès de tous les acteurs qui fabriquent la ville. C'est une sorte de cahier des charges que vous proposez, c'est ça? Dans les différents ateliers qu'on mène, il y a notamment l'idée de pouvoir développer notre cahier des charges idéal, qui serait sorti lors d'appels d'offres proposés par les collectivités ou par les différents maîtres d'ouvrage. On a réalisé l'année dernière le premier état de l'art en fait, des projets biomimétiques réalisés par des sociétés françaises. Voilà. Et puis on a l'envie de créer un MOOC aussi. Voilà. Alors, je vais prendre quelques termes que j'ai trouvés dans vos différents projets. Notamment, je continue avec vous, Clémence, le cycle de l'eau. Vous parlez de ville éponge. Ça veut dire quoi, concrètement, une ville éponge? Une ville éponge. Une ville éponge, ça veut dire... Je ne veux pas vous coller avec ça. Non, je me demande juste où est-ce que vous avez vu ce terme de dans le Biomine City Lab. J'ai vu ça. La ville éponge, en fait, c'est une ville qui, comme une éponge, qui reçoit et qui redonne. En fait, on est vraiment dans ce système de relations écosystémiques, comme il existe dans la nature. Dans la nature, qu'on regarde le monde du minuscule, qu'on regarde le monde cellulaire ou un monde un peu plus à taille humaine, le monde de la nature fonctionne par relation écosystémique. C'est-à-dire qu'un être va donner des services et en recevoir en même temps. Et finalement, l'ambition pour cette ville durable et désirable à laquelle chacun aspire, c'est de réussir à développer des écosystèmes dans lesquels chaque entité nouvelle qui s'y installe va pouvoir apporter quelque chose et bénéficier de services en retour. Alors, je ne veux pas vous coller vraiment, mais c'est juste ma curiosité. Une façade réactive et bioclimatique, c'est quoi une façade réactive ? Une façade bioclimatique, par exemple, c'est un peu l'inverse d'un bâtiment haussmannien. Les bâtiments haussmanniens, ils ont le même nombre et la même taille de fenêtres, quelle que soit leur orientation, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au premier étage ou au 6e étage. Une façade bioclimatique, c'est une façade qui est dessinée en fonction de la course du soleil, qui se lève à l'est, qui monte jusqu'à midi et qui redescend à l'ouest. Et donc, c'est une façade où, par exemple, on va installer des boucliers solaires photovoltaïques et thermiques qui vont produire l'électricité et l'eau chaude sanitaire pile poil dans cette course du soleil. Ou alors, c'est une tour qui va tourner sa géométrie pour finalement protéger la végétation qui pousse sur ses balcons par rapport aux vents dominants qui seront dans son dos. Donc, c'est vraiment des façades qui sont dessinées en fonction des données climatiques du lieu où on construit. L'autoventilation passive, là aussi, ça se base sur quelle observation de la nature? L'autoventilation passive, c'est ce que j'ai expliqué notamment. Oui, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Le fait d'assurer des courants d'air naturels à travers des cheminées à vent qui traversent les bâtiments, à travers les cages escaliers ou encore les cages d'ascenseurs. Et le but est de se passer de climatisation mécanique qui représente jusqu'à 70% des factures énergétiques dans les pays tropicaux, par exemple. Alors, il y a un autre élément qui me semble important, et je pense qu'on peut passer du temps là-dessus, Clémence Béchu, c'est l'idée aussi de s'approvisionner en matériaux, si possible à proximité des chantiers. Donc là, c'est quoi la logique? C'est l'observation du biotope, tout simplement. C'est ce qui se passe dans la nature, quoi. J'ai un ami du biomimétisme, Alain Renaudin, qui a créé Biomime Expo, qui est aujourd'hui le plus grand événement au monde, dédié on l'avait reçu ici même. Voilà, exactement. Qui utilise souvent cette image, et je trouve qu'elle est très parlante. C'est que notre ami Castor, quand il doit construire son barrage, il ne va pas chercher le bois à 200 km. Bah oui. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une pratique qu'on retrouve dans le vivant à toutes ces échelles également. C'est faire avec ce qu'on a. Et voilà. Et donc faire avec ce qu'on a appliqué au monde de la construction, c'est réussir
revaloriser des déchets quand on construit in situ sur un site qui avait déjà une histoire. C'est regarder quelles sont les chaînes d'approvisionnement qui se trouvent pareil de façon présentes de façon locale. C'est aujourd'hui, grâce à la technologie, pouvoir se connecter à des bourses de déchets de chantier. Voilà, tout un ensemble. Est-ce qu'il y a certains matériaux pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres quand on est face à un projet, face à un chantier, Clémence Béchu? Pas forcément. Pas forcément. Après l'ambition, c'est de réussir à décarboner au maximum l'ensemble des projets. Et donc, à chaque projet correspond une ambition en termes de matériaux. Oui, c'est-à-dire si le projet est bien pensé, on ne va pas être obligé d'aller chercher des matériaux à des milliers de kilomètres, si je comprends bien. C'est l'idée. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez, dans cette émission, la chronique qui va arriver dans une minute s'appelle Horizon 2040, on se projette souvent comme ça dans 10 ou 20 ans. Nos villes, visuellement, elles vont beaucoup changer, d'après vous? C'est-à-dire qu'un Paris haussmannien va cohabiter avec les immeubles que vous décrivez, forcément? Donc, dans le plan Paris 2050, ce qu'on avait imaginé, c'est pas non plus d'être dans Blade Runner et d'avoir Bruce Willis qui arrive dans une voiture volante. C'est plutôt Mais il y aura des taxis volants. Hein, ça se prépare. Paris est une des villes les plus minérales au monde, avec simplement 5,3 m² d'espace vert par habitant, contre 250 m² à Rome, par exemple. Et donc, le but, ça va être de revégétaliser la ville pour la rendre moins vulnérable, finalement, au dérèglement climatique. Parce que nos villes, elles vont subir des phénomènes de fortes crues et des phénomènes de fortes canicules. On le voit, ça fait 2 étés de suite, on arrive à 42 degrés Celsius fin juillet. Et donc, on veut végétaliser la ville pour créer des îlots de fraîcheur urbains qui soient capables, finalement, de rendre cette fameuse ville éponge, cette ville qui est capable d'assurer une certaine rétention en eau, de la rendre respirante et beaucoup moins imperméable que ce qu'elle n'est actuellement. Et donc, on va simplement miser sur la solidarité énergétique, c'est-à-dire construire des architectures contemporaines qui viennent dialoguer avec les bâtiments haussmanniens pour pouvoir finalement produire l'énergie dont ces bâtiments historiques ont besoin. C'est par exemple ce qu'on fait sur la rénovation des thermes nationaux à Aix-les-Bains, où on vient construire des bâtiments de logement au-dessus des thermes nationaux, on vient profiter de la source d'eau chaude pour chauffer les bâtiments de logement en hiver, et par contre ces bâtiments, grâce à leur grande pergola photovoltaïque, créent l'électricité pour le bâtiment ancien. On a donc cette coopération finalement entre patrimoine et architecture contemporaine qui va devenir la norme dans la vie du futur. Et on va prendre tout de suite un autre exemple qui concerne la région parisienne avec Olivia Hierret-Daubré tout de suite.